Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, public authorities are ramping up their efforts to tackle the financing of terrorist activities. The Minister of Finance inaugurates a forum where both national and international experts can propose effective solutions to these critical issues. Find out more of the story in tonight's newscast. And sports, the president of the Littoral Regional League, Robert Mbeke, suspends the president of Botafogo FC from football-related activities for sexual misconduct with players. Well, the Ethics Committee of the Cameroon Football Federation will follow up on this matter. This and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Good evening once again. If you're just joining us, well, Leila Renganzo opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la donnette. Bonsoir, messieurs, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Maurice Kamto et Cabral Libby sont-ils des acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation? La question se pose à la lecture du communiqué radio-presse du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Celui-ci rappelle que la fonction de député ou de dirigeant de parti politique n'est pas un passe-droit pour défier impunément l'autorité de l'État. Orient Duncan. Avis à ceux qui utilisent la formule Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Elle est exclusivement dédiée au chef de l'État. La mise en garde est de Paul Atangandi. Le ministre de l'administration territoriale, dans un communiqué radio-presse rendu public ce 23 mai 2024, le ton martial rappelle que la fonction de député ou de président de parti politique n'est pas un passe-droit pour défier impunément l'autorité de l'État, inciter à la rébellion et menacer de mettre le pays à feu et à sang lors de l'élection présidentielle 2025 si des intérêts égoïstes et partisans ne sont pas satisfaits. Certains, animés de roublardise et de conspirationnisme, tentent désespérément d'arracher un parti politique à son légitime fondateur grâce à qui ils sont sortis de l'anonymat. Si l'on peut facilement décrypter entre les lignes que Cabral Libby et Maurice Kamto sont indexés ici, le MINED précise qu'il reste la tutelle des partis politiques. Il ne tolérera plus d'écart puisque parmi les incriminés, il y a des multirécidivistes. D'ailleurs, l'outrage au président de la République est reprimé par le Code pénal. Autre précision, la tenue des congrès, meetings et autres réunions des partis politiques sont sujettes à l'appréciation seule des sous-préfets, encadrés par les préfets et coordonnés par les gouverneurs de région. Le chef de l'État est respectueux des lois et règlements de la République, peut-on lire dans ce communiqué. Son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a également essuyé des refus d'autorisation de manifestation, 26 au total, dans diverses localités du pays depuis le début de l'année 2024. Alors, si les responsables locaux des partis au pouvoir se sont pliés à ces décisions, la même situation ne devrait pas engendrer la polémique au sein d'une certaine opposition, note Paul Atangandi. Le MINAT appelle les Camerounais à ne pas se laisser manipuler par des hommes politiques véreux qui souhaitent obtenir par la rue ce qu'ils sont incapables d'obtenir dans les urnes. La récréation est donc terminée. L'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme, la sérénité, sans perturbation comme en 2011 et 2018. Tous les auteurs des comportements anti-républicains et conspirationnistes seront face à la rigueur de la loi. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, signe Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Et en bref, nous vous annonçons que sauf si retournement de situation, le congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale convoqué par Robert Kona les 25 et 26 mai à Marois est suspendu et ceci jusqu'à l'aboutissement de la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Kaélé sur la nullité du congrès ordinaire de Guidigis du 11 mai 2019. Cette décision de justice vient donc barrer la voie au récépissé de déclaration de manifestation publique obtenue par le sieur Robert Kona la semaine dernière. Et
Depuis le gouvernement lutte contre le terrorisme, les pouvoirs publics intensifient la bataille contre le financement du terrorisme. Le ministre des Finances a ouvert ce jour à Yaoundé les travaux du forum qui permettra aux experts nationaux et internationaux de proposer des solutions à ce problème. Je vous propose de suivre les grandes attentes des travaux dans cet élément sélectionné par Olivier Bouzique à Yaoundé. Les incursions de Boko Haram dans la partie septentrionale, les graves exactions commises par les groupes terroristes dits sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le climat d'insécurité entretenu dans la région de l'Est par les groupes rebelles venant de la RCA et les autres pays voisins. Le terrorisme est donc une réalité dans notre pays, certes, mais je précise, il n'est pas une fatalité, car ces différentes organisations que je viens de citer ont rencontré non seulement la riposte rigoureuse et professionnelle de nos forces de sécurité et de défense, mais ces groupes terroristes ont surtout rencontré la très haute et ferme détermination d'un homme, son Excellence M. Paul Biya, président de la République. J'aimerais seulement souligner avec emphase ici que la lutte contre le terrorisme passe également et avant tout par le combat contre ces diverses formes de financement. Car autant le terrorisme se manifeste sous diverses formes, autant les financements sont également variés et parfois insoupçonnables. L'un des moyens de financement observés par les experts est l'utilisation abusive des organismes à but non lucratif pour faire acheminer la logistique et les moyens financiers aux groupes terroristes. La tenue de cet atelier vise un double objectif. La conformité aux normes internationales de lutte contre le financement du terrorisme d'une part, et d'autre part le besoin d'assurer et de garantir la sécurité et la stabilité de notre pays. Vous comprenez donc aisément que l'heure n'est plus au discours. Tous les acteurs doivent se mettre en rang de bataille pour prendre des mesures concrètes pour une sortie rapide de notre pays de cette liste qui ne l'honore pas. Bien au-delà de l'exigence de se conformer aux standards internationaux et donc de sortir de la liste grise du GAFI, la lutte contre le financement du terrorisme est un impératif catégorique, en ce sens qu'elle participe à la préservation de la sécurité et de la stabilité sans lesquelles notre pays ne peut se développer. The Center for Human Rights and Democracy for Africa has made a strong statement condemning the barbaric and inhuman killing of 3 civilians in Bello, including the mayor of the Bello municipality. While Christa Asexole takes us through their statement. The Center for Human Rights and Democracy for Africa, in recent statement following the brutal and barbaric execution of 3 unarmed civilians, including the mayor of Bello municipality, the inspector of basic education for Bello, plus a councillor of the Bello Municipal Council, has strongly condemned in very strong terms this act of barbarism, which outrightly disregards the existing international human rights and humanitarian standards which regulates the conduct of hostilities in the context of a conflict. It should be recalled that this incident that took place in Bello subdivision of the Northwest region of Cameroon occurred in the morning of May 20, 2024, where the victims were heading for the commemoration of the 52nd edition of the National Unity Day in the area of Kamen. However, sources have it that several separatist communication networks have confirmed that the perpetrators of this devilish act to be separatist fighters operating within the Bello area. In addition to this, the armed groups had declared a lockdown few days to the May 20 Unity Day celebrations in order to prevent the National Day from taking place. According to the Center for Human Rights and Democracy in Africa, civilians who do not actively participate in hostilities in an armed conflict are not to be targeted. Hence, they are calling on the authorities while urging them to carry out a transparent and impartial investigation so as to bring the perpetrators of this inhuman act to justice.
Nonetheless, it should be recalled that this tragic incident adds up to one of many of such violations and abuses which have been committed by the said separatist fighters within the context of the ongoing conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon for over 8 years now. Et le gouvernement camerounais envisage la poursuite de la construction massive de logements sociaux au Cameroun. C'est la principale information à retenir de la conférence de presse organisée ce jour à Yaoundé par le directeur général de la Société immobilière du Cameroun. Il sera question de proposer plus de logements décents et de promouvoir le développement local. On fait le point avec notre reporter Olivier Bouzique. Au Cameroun, le déficit en logement décent est évalué à environ 2 millions d'unités selon les données de l'Institut national de la statistique. Ce déficit s'aggrave du fait de la poussée géographique et de l'exode rural, auquel s'ajoute la dégradation du parc immobilier existant. Pour faire face, la stratégie du gouvernement repose sur 2 axes majeurs, la réforme du cadre juridique et la production massive de logements. C'est en droite ligne que la SIC envisage poursuivre le programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux lancé en 2009. C'est pour cela que nous avons proposé à l'État camerounais de modifier le statut de la SIC pour que la vision d'ensemble du chef de l'État soit prise en compte. Nous avons toiletté aussi le capital de la société de 78 qui n'était pas à jour. Nous avons émis des titres pour 3% des actionnaires qui constituent la société immobilière. Nos logements, depuis plus de 40 ans, n'ont pas été réhabilités. Nous avons, grâce au gouvernement, entamé depuis 2021 la réfection de ces immeubles pour que les Camerounais se sentent à l'aise. Aussi, de nouvelles facilités sont annoncées pour accompagner davantage les populations dans l'acquisition d'un logement décent. Parce que la planification étant déjà faite pour 2024, 2025, 2024, nous avons déjà lancé la production de plus de 200 logements. Les DAO étant prêts, nous allons lancer à Garoua, à la Cité Verte, pour que 2025 aussi, qu'on enchaîne avec d'autres éléments, sitôt que nous aurons des financements adéquats. Le gouvernement nous a donné aussi la maîtrise d'ouvrage pour implémenter le logement en plastique, c'est-à-dire que c'est une autre professionnalisation qui vient à la SIC. Sur le point côtier, nous aurons à développer 340 logements sur ces sites-là grâce au financement autrichien. Cette démarche rentre dans le cadre de l'implémentation de la SND 30 qui fait de l'accès à un logement décent l'une des grandes priorités pour répondre aux besoins des populations. Et puis le Premier ministre a présidé ce jour la cérémonie de lancement de la 4e édition de la Convention internationale des mines et expositions du Cameroun. Une opportunité de présentation du potentiel minier du pays et du savoir-faire des entreprises locales qui exercent dans ce secteur. Nous y reviendrons certainement demain. La célébration de la 52e édition de la Fête de l'Unité nationale joue les prolongations aux Pays-Bas. Un tournoi de football baptisé Fun and Friendship Soccer Tournament vient de se tenir. Celui-ci fait partie d'une série d'activités organisées et dont l'apothéose est prévue ce 24 mai 2024. Orient Tonka. L'ambassadeur du Cameroun auprès du Royaume des Pays-Bas et du Luxembourg utilise le sport et la culture comme vecteur de l'unité nationale. Dans le cadre d'une série d'activités organisées autour de la 52e édition de la Fête de l'Unité nationale, s'est tenu un tournoi de football baptisé Fun and Friendship Soccer Tournament. 6 équipes, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, le Rwanda et les Pays-Bas, y ont pris part, de même que la Cour pénale internationale. Cette dernière et le Cameroun, premier de chaque poule à l'issue du championnat, ont croisé le fer en finale. Les 2 équipes, au coude à coude au terme des prolongations, ont finalement été départagées par l'épreuve des tirs au but, laquelle a vu la victoire de la CPI. Les trophées symbolisant des monuments historiques et très connus au Cameroun ont été remis aux différentes équipes, meilleurs et jeunes joueurs et joueuses,
et naturellement au vainqueur du jour. Ces rencontres ont connu des moments gastronomiques et musicaux où étaient en vitrine mets et musique camerounaise et néerlandaise. Ça signifie beaucoup. C'est un moment de joie et de partage entre différentes nations. C'était le premier événement de la semaine de célébration de la fête nationale de la République du Cameroun. Et on était bien heureux, bien content d'être là en tant qu'ambassadeur africain, mais aussi en tant qu'ambassadeur de tous les pays, puisqu'il y a d'autres ambassadeurs qui étaient là. Donc on a eu quand même une bonne journée avec de bonnes équipes, une bonne compétition, dans la joie, la bonne humeur. Je suis l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas. Je voudrais d'emblée dire que je suis très heureux d'être ici. Je voudrais donc remercier l'ambassade du Cameroun avec à sa tête Madame l'ambassadeur pour l'invitation qui a été faite à la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'être ici. Et c'est un devoir pour nous parce que nous sommes africains. Donc nous sommes venus soutenir l'ambassade du Cameroun pour sa fête nationale. En tout cas, c'était un très bel événement, c'était une très belle initiative qui a été prise parce que vous savez que le sport c'est un facteur de rapprochement. Et donc cet événement nous a permis de nous retrouver avec d'autres communautés, les communautés africaines et les communautés des Pays-Bas et des autres pays. Un dîner diplomatique ce 24 mai va clore cette série d'activités autour de l'unité nationale que l'ambassadeur entend pérenniser. What is the place of artificial intelligence in our health system? Well, this has been the topic of discussion among stakeholders at the United States Embassy in Yaoundé. Well, how and what good will artificial intelligence bring to the health system? That is a panelist of this session at the United States, Temsan Angsa, on the microphone of Ines Pangang. The world is changing. And everywhere in the world, people are using technology, people are using innovation to progress in healthcare. And this is the time where we can innovate some of this or implement some of these changes into the healthcare system. The first area which I see almost immediately is education. The ability for foreign partners, foreign institutions, like the Yale University, where I'm from, to actually educate young Cameroonians, young medical doctors, students, people in this area of communication, even business and finance, on how to use artificial intelligence in healthcare. The second area, which I think is really important, is to promote rural health. So people would not have access to healthcare, people in the villages in Cameroon, people in some of the regions that do not have access can benefit from some of these changes where you can see a doctor, you can talk to a doctor, you can talk to a healthcare provider without being present in person. So this is one area. The last, which I think is important, is prevention of disease. We are able to use artificial intelligence to identify people who will benefit from certain preventive measures like pregnancy, preventive care, as well as children who need vaccination. When you know exactly how artificial intelligence works, then you would immediately imagine that the first area where we need to apply it is, for example, in disease diagnosis. So that it can assist, the management of the diseases that we have that is plaguing us. Medical imaging has come, and digitalizing those images and then letting artificial intelligence be able to pick out what is the accurate diagnosis is important. It's the same for microscopy. It's the same for diagnosing tumors and the extent to which radiation therapy can effectively blast radiation to help those. So I think that the first and foremost area is one of medical diagnosis, and then following that, many other things can come on board. Et le ministre de l'administration territoriale, le Paul Tangandi, a représenté le président de la République du Cameroun, Paul Biya, à Djamena, au Tchad, à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Mahamat Idriss Déby, élu président de la République du Tchad. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef d'une junte militaire depuis 3 ans au Tchad, a prêté serment ce jeudi en tant que président élu le 6 mai dans un scrutin contesté par l'opposition.
3 jours après l'attaque de son domicile lors d'une présumée tentative de coup d'État, Vital Kamerhe, ministre de l'économie dans le gouvernement sortant de la République démocratique du Congo, a été élu président de l'Assemblée nationale. 2 soldats nigériens et un civil ont été tués dans une attaque menée mercredi par des djihadistes présumés à une centaine de kilomètres à l'est de Niamey, a indiqué le ministère de la Défense. Le Bénin a bloqué tout passage frontalier vers son voisin nigérien depuis le fleuve Niger, selon des sources locales. Une escalade supplémentaire dans les tensions entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir des militaires à Niamey en juillet dernier. Still out of the country, a flood water resurged in southern Brazil. A tragic scenario is unfolding with more than 500,000 people displaced. 160 people have been confirmed dead and nearly 100 still missing. While our partners, the Voice of America, complete the story. Hundreds of thousands of Brazilians still have their homes underwater more than 2 weeks after the rivers began to rise in southern Brazil, causing the region's worst flooding in record story. In areas where the water is receding, mud, trash, and destruction are everywhere. Slowly, the waters are also revealing the grisly reality of what were the last moments for many, and the accounts of what was for others a lucky escape. As pessoas vão começar a aparecer. People will start to show up. A lot of people died while sleeping. I took my family in the dead of night. I was checking the water levels all the time. Only at the last moment did we leave. A lot of people died sleeping. E muita gente morreu dormindo. Official lists had almost 100 people still missing on Wednesday. Rescue teams have been looking for bodies with the help of dogs. This corpse was found on Monday, trapped inside his house in a city close to Porto Alegre, the capital city of Rio Grande do Sul, Brazil's southernmost state. By Wednesday, more than 160 bodies had been found. Porto Alegre sits on the shore of a large lake that receives water from at least 4 big rivers flowing from mountain areas affected by historic rainfall volumes last week. Upstream, the water swept many towns away quickly and suddenly. Here, at the mouth of the rivers, it happened at a slower pace, but the effects were also larger. Most of the 500,000 displaced people live around the state capital. We have the basics. People are helping us with food, water, which is the most important, and clothes. We lost everything. We don't have anything in our house anymore. Nothing. The water went over the roof. Poncio is living with his family in a makeshift hut not far from his damaged home, along with many of his neighbors. He says they feared violence and lack of privacy in a shelter. Now, he fears his son, Mauricio, may have contracted leptospirosis, a deadly infection from bacteria in contaminated waters. More than 50,000 people are in shelters, and the local government has announced it will build at least 4 refugee camps to accommodate them. At the same time, thousands of dogs and cats that were left behind have been rescued. Many of them are living in shelters, waiting to be found by their owners. It was a moment of despair. The water started to rise. My parents are old. We could not bring him. We left as we could. We have been looking for him since the first day. Zu was found almost 2 weeks later in this shelter. He was scared, but seemed ready to start a new life, like so many people here. Ian Boechat, Rio Grande do Sul, VOA News. The president of the Littoral Regional side, Botafogo FC, has been suspended from all football-related activities. Well, this is due to a video that has been circulating online. Well, the president is seen in a compromising way with someone whose face is not shown in the video. Well, it is alleged it is due to sexual misconduct with his players. His suspension is actually indefinite till the Fecafoot Ethics Commission rule on this case. Let's get more details in this report.
Chatoué Nietzsche Josue, the general president of the Littoral regional side Botafogo FC, has been suspended from all football-related activities by the Littoral Regional League. This decision, communicated in a statement signed by Robert Mbekek, will remain in effect until the Fecafoot Ethics Commission has ruled on the case. The suspension comes after a video was shared on social media, allegedly implicating Josue in sexual activities with his players. The football community in the Littoral region has strongly condemned this act, with reports suggesting that Josue is accused of being a sexual predator who forces his players to engage in sex in exchange for sporting benefits. Unfortunately, this is not the first time such allegations of sexual assault by club presidents and coaches have surfaced in Cameroonian football. In the past, a certain Capello, who is now deceased, was accused of sexually assaulting underage boys in his academy back in the West region. The multiplication of football academies and clubs across the country has raised concerns about the potential for similar abuses occurring behind closed doors. Football stakeholders have vocally condemned these acts and are demanding rigorous measures to be taken against perpetrators. The suspension of Chatoué Nietzsche Josue is a necessary step in addressing these serious allegations. However, it is clear that more needs to be done to ensure the safety and well-being of players, particularly young athletes within the football ecosystem. Comprehensive policies, robust reporting mechanisms, and swift disciplinary actions must be implemented to prevent such abuses from occurring and to hold those responsible accountable. The Fecafoot Ethics Commission must thoroughly investigate this case and ensure that justice is served. Moreover, there is a pressing need for greater awareness, education, and support systems to protect players from sexual exploitation and abuse. The football community as a whole must come together to prioritize the safety and well-being of its athletes, ensuring that the sport remains a safe and empowering environment for all. Cameroon Football Federation, through its Secretary General Blaise Junang, has actually applauded this move to suspend Chatoué Nietzsche, condemning such unsporting act and promising that the Ethics Commission will thoroughly investigate this case. Well, it's on that note that we conclude on tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganzu. Bonsoir à vous, la Donnette Ondissa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.